Et nous accueillons Monsieur Frédéric Forest, qui est inspecteur général d'éducation, du sport et de la recherche, auteur d'Université en France, deuxième édition 2021, la première en 2012, aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Et il nous fait l'honneur d'être l'auditeur le plus attentif de l'après-midi, puisque nous lui avons confié la dure mission qu'il a gentiment accepté de faire ce qu'on appelle dans un colloque un rapport de synthèse, autrement dit, d'essayer pour ceux qui arriveraient juste à cet instant et qui auraient raté tout depuis le début, de retenir en fait l'essentiel de cet après-midi. Merci Frédéric, et je vous laisse la parole. Oui. Bonsoir à toutes et à tous, ça marche. D'abord, merci à Stéphane Athanase et à Bertrand Moquet pour leur invitation à conclure cette après-midi passionnante. Je vais tenter, c'est souvent une promesse qui n'est pas toujours tenue, mais je vais tenter de la tenir, de ne pas être trop long. D'abord pour ne vous faire prendre aucun risque de rater le match, ni le cocktail d'ailleurs. Voilà. J'ai beaucoup de plaisir à conclure cette table ronde et à souffler les bougies avec vous, d'abord parce que j'ai toujours été profondément convaincu, et j'ai toujours profondément cru au principe de la mutualisation et de la modernisation. Aussi bien quand j'étais directeur général des services, où j'ai implanté les outils de l'AMU comme utilisateur, comme Claude, ou au ministère, à la DGCIP, quand j'étais plutôt financeur et soutien, comme ça a été le cas aussi pour Fun, Pix, Start-up d'État comme Pépite d'ailleurs, ou Renater. À ce moment, en évoquant le ministère, je voudrais aussi rendre hommage à Alain Abécassis, qui a été un visionnaire en termes de modernisation des universités. Ses propos introduisent l'ouvrage. Voilà, il a été un soutien indéfectible de l'AMU, je l'ai vu au ministère. Je salue aussi le travail de recherche qui est fait sur l'histoire de l'AMU. C'était un type de démarche réflexive qui est assez rare, à ma connaissance, sur ce type d'institution, et je crois qu'elles en ont besoin, et ce sera un héritage utile. Alors sur le fond, ma mission était donc d'être un auditeur attentif, et donc je souhaiterais insister sur deux éléments frappants, qui vont reprendre effectivement quelques éléments. Le premier, c'est bien sûr, on parle de système d'information, on parle de numérique, on parle de GIP. Et en fait, je trouve ce qui ressort des discussions et aussi de la lecture de l'ouvrage, c'est d'abord une aventure humaine, pour l'AMU, comme pour, j'imagine d'ailleurs, probablement les autres GIP. Alors c'est une aventure humaine, d'abord en témoignait le verre du vendredi soir évoqué par le député Christophe Marion, donc, qui a aussi insisté sur l'implication des équipes. Il suffit aussi de feuilleter l'ouvrage pour s'en rendre compte, lire la fiction, page 78, la vie festive de Dave, qui est un salarié heureux de l'AMU. Bernard aussi a insisté sur la question des réseaux, des individualités qui ont joué un rôle déterminant à plusieurs moments de l'agence, y compris dans des moments parfois de crise, ou des moments de tension, de crise ou de tension entre acteurs, ou liés à la vitesse des transformations, ou sur des questions de modèle économique. Pour reprendre d'ailleurs un terme évoqué par Magali Clarton dans l'ouvrage, l'AMU est une œuvre collective, comme tu l'écris, comme tu le dis. En témoigne aussi le fait que Jacques Bernoire reçoit pour l'AMU en 2009 le prix des victoires de la modernisation de l'État, et donc vous invitez toute l'équipe à venir sur scène. Voilà, quelques témoignages. Claude a aussi beaucoup souligné l'importance des équipes et des réseaux. Sans parler du chien de Jean-Loup Salzman. Mais alors là, je vous donne rendez-vous page 131 pour en savoir plus. C'est une aventure humaine. Premier élément frappant. Deuxième élément frappant, c'est que c'est une aventure humaine, bien sûr, au service de la coopération. Ça, c'est le deuxième élément frappant. C'est le deuxième élément frappant, c'est l'importance capitale pour la transformation des établissements, et notamment d'enseignement supérieur, de cette coopération. Alors, la coopération, c'est l'ADN, bien sûr, des GIP, mais aussi leur réactivité et leur souplesse. Catherine Mongenet nous l'a dit pour Fun, Boris Dintran pour Renater ou Benjamin Marteau pour Pix. L'AMU et les GIP, peut-être en général, surtout quand ils sont de réseau, l'AMU est un lieu et un lien, je dirais. Et être un lieu et un lien, c'est aussi finalement une définition du réseau. Alors c'est un lieu où se rencontrent
le ministère, les établissements. Et finalement, je repensais à cette image et à ce signifiant. C'est aussi la mue comme symbole vivant de faire communauté. Et on sait le terme de communauté universitaire, l'importance qu'il peut avoir dans le supérieur. Ça s'incarne aussi parce que ce sont des lieux, les GIP, qui permettent de rassembler une diversité de membres très forte. C'est l'intérêt du GIP. L'expérience de l'ANCT et d'Inocume nous le montrait. Comme nous le disait Vincent Macaluso, dépasser la fragmentation de l'action publique. Bernard aussi l'écrivait cette fois-ci, la mue est une réponse originale et utile. Et Claude nous disait d'autant plus face à l'inconnu et aux incertitudes. Et puis, Catherine nous le rappelait également que le GIP était une réponse réactive et souple. Un lieu et un lien. Alors faire lien n'est pas non plus, ça ne va pas toujours de soi. Et on peut rencontrer des difficultés. La coopération interroge, notamment dans l'enseignement supérieur, la question de l'autonomie des établissements. Manuel Tunon de Lara nous l'a rappelé. Pour autant, la coordination est au cœur et la coopération est au cœur du projet de la MU. C'est aussi un choix finalement assumé de la communauté d'avoir eu et d'avoir une construction collective qui ne remet pas en cause l'autonomie. On peut partager des outils sans forcément contraindre la stratégie. À ce titre, un ancien président de la MU l'a indiqué dans l'ouvrage, les acteurs ont parfois été un peu exigeants, sinon durs avec le GIP, et notamment peut-être plus dur avec ce qui avait été mutualisé qu'avec ce qu'ils faisaient en propre. Et je dirais à ce titre que peut-être que les universités ont été parfois victimes d'un biais cognitif, qui est un biais d'illusion positive, estimant qu'on peut faire parfois mieux seul qu'à plusieurs. Bernard a évoqué parfois les résistances, notamment y compris à la naissance du GIP. Claude nous a rappelé qu'il fallait convaincre sans cesse du gain apporté par la coopération. Pour autant, s'il peut y avoir des obstacles, je crois qu'il semble qu'aujourd'hui, la mutualisation apparaît plutôt comme un acquis. C'est l'héritage des présidents, directeurs, directrices, depuis Bernard Disembourg, Josette Soulas, Jacques Bernard, Claude Lonceret, jusqu'à Stéphane Athanas. La coopération est aujourd'hui, semble plutôt ancrée dans le paysage, pour reprendre aussi le sentiment de Stéphane et le témoignage de Bernard concernant la MU sans eux. Finalement, comme le rappelait le député Christophe Marion, la MU a été une sorte de miroir des transformations de l'enseignement supérieur entre modernisation, consolidation, développement, finalement adaptation. La MU a été une aventure humaine et au service de la coopération, c'est son histoire. Il me semble que c'est aussi finalement, je souhaite que ce soit aussi son futur, donc ce sont aussi des perspectives. Au-delà des perspectives, je voudrais juste conclure sur quelques défis. Alors, on pourrait revenir, je ne le ferai pas, mais ce serait le premier à évoquer, c'est celui du financement. Donc la question, Bernard l'a rappelé, peut-être la capitalisation, de finalement comment on investit ensemble. 3 autres défis. Le premier, ce serait un défi technique et managérial. Alors l'ouvrage et les témoignages ont rappelé que l'opérationnalisation, au-delà de la conception, constitue toujours un défi, surtout quand on est dans de la co-construction. Donc avec l'importance forte du volet formation et de l'accompagnement des transformations que nous a rappelé Stéphane. On l'a vu aussi avec la question des recrutements pour PIX. Le deuxième défi, c'est un défi stratégique. Une réflexion personnelle, c'est aussi comment est-ce qu'on passe de l'implémentation du système d'information et du numérique à l'outillage, non pas que des établissements, mais aussi des équipes de direction, avec des analyses, avec ce qui peut être mené, comme par exemple ça peut être sur la cartographie économique ou sur le projet connaissance des coûts. C'est-à-dire que non pas simplement mutualiser des outils, mais mutualiser des analyses ou ce qu'on peut faire avec ces outils. Et c'est je pense que cet étage d'analyse qui peut aussi permettre de porter l'outil. Voilà. Il y a eu des initiatives dans le passé, je repense par exemple au tableau de bord des présidents ou d'autres. Ça, c'est peut-être une perspective à creuser. Le dernier défi, ça pourrait être le premier, c'est un défi humain. C'est-à-dire comment, en quelque sorte, on peut favoriser une catalyse à partir de volontés d'acteurs variés.
C'est toujours difficile. Ça passe notamment par l'implication des gouvernances, c'est-à-dire avoir conscience du commun, de partager un affectio societatis. C'est sur quoi insiste Gilles Roussel dans son témoignage, sur finalement l'implication dans la décision des parties prenantes à laquelle il a œuvré. J'inclus d'ailleurs l'État dans ces parties prenantes, bien sûr. Et c'est un défi qui vaut probablement, j'imagine, aussi pour les autres GIP qui nous ont présentés. Pour conclure cette fois-ci temporairement, Catherine Mongenet a évoqué le GIP comme un instrument miraculeux, Benjamin Marteau comme un briseur de mythes administratifs. Donc on imagine que le GIP, l'AMU et les autres ont les atouts pour relever ces défis. Tout cela est donc loin d'une conclusion, surtout quand on sort juste de l'adolescence, qu'on a à peine 30 ans et qu'on a donc toute la vie devant soi. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter et à souhaiter à l'AMU une longue vie. Merci. Merci. Merci pour Et pour compléter, le mot du président de l'AMU, Gilles, si vous voulez bien venir, Gilles Roussel. Ça va ? Je vais être vraiment très court, parce que passer après Frédéric et sa conclusion brillante, le micro marche pas. Ouais, passer après Frédéric et sa conclusion brillante, voilà, c'est très difficile. J'insisterai quand même juste sur ce qu'a dit Frédéric sur le fait que voilà, c'est surtout une aventure humaine, l'AMU, et que ça s'appuie sur des personnes. Et les témoignages qu'on a eus aujourd'hui, je suis arrivé un peu en retard, je suis désolé, ont montré que voilà, il y a eu une filiation, une continuité et un soutien lié à des hommes et des femmes qui ont porté l'AMU. Donc voilà, je voulais les remercier, en profiter pour les remercier. Et tout particulièrement, et c'est là-dessus que je voulais conclure, c'est remercier Stéphane. Voilà, et c'est pour ça surtout que je viens. Voilà, moi, ça fait 6 ans que j'ai la chance de présider le conseil d'administration de l'AMU. On a eu voilà, des moments voilà, importants, je pense, pendant cette période-là, des évolutions voilà, nécessaires, il me semble en tout cas, toujours en très grande confiance avec Stéphane. Et voilà, Stéphane arrive à la fin de son mandat, comme il l'a dit. Bon, il en a profité. Il était à plusieurs tables rondes avec toujours la même casquette, mais avec des thématiques différentes. Et voilà, je voulais profiter quand même de ce moment pour le remercier pour tout ce qu'il a fait, bien sûr pour l'AMU, mais surtout pour l'ensemble des établissements adhérents de l'AMU qu'il a, et je pense également voilà, l'intérêt général. Donc merci à toi, Stéphane. Je vous propose de l'applaudir. Et puis bon, j'espère que l'AMU va survivre au départ de Stéphane, et donc je souhaite longue vie à l'AMU. Merci à toutes et à tous. Alors un cocktail vous attend à la sortie de cette salle, dans lequel vous retrouverez sûrement du concombre. Il fallait que je le place. Et donc, et je vous souhaite merci pour votre participation, et puis on discute autour d'un verre et de quelque chose à grignoter. Merci beaucoup encore.